vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'UEMOA veut avoir des statistiques modernes et harmonisées pour un meilleur financement des projets de développement dans les pays membres. Le comité régional de la statistique est à l'œuvre depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu dans ce journal. Les acteurs judiciaires du Togo sont à l'école des infractions boursières sur le marché financier communautaire. Ils découvrent ainsi leur rôle dans la répression des comportements délictueux pour un mieux-être de l'économie. Et puis, cette année, pour la 10e fois, les Togolais uniront leurs voix pour prier pour le pays. La journée nationale de reconnaissance à Dieu est officiellement lancée ce mercredi à Lomé. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres est réuni ce jour sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné un avant-projet de décret, celui relatif au régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. Un décret et 2 communications étaient également à l'ordre du jour. Le compte-rendu de ce Conseil avec le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Communiqué du Conseil des ministres du 2 novembre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 novembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un décret et écouté 2 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en 2e lecture l'avant-projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. S'inscrivant dans la dynamique du gouvernement de moderniser le pays et renforcer ses structures, tout en tenant compte du contexte actuel, le présent avant-projet de loi fixe les règles relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des entreprises publiques. Il détermine également les principes relatifs à la surveillance économique et financière, à la transformation, aux cessions d'actifs, à la dissolution, ainsi qu'à la liquidation des dites entreprises. L'étude de ce texte sera poursuivie lors d'un prochain Conseil des ministres. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné un projet de décret relatif au registre social des personnes et des ménages, RSPM. S'inscrivant dans la dynamique de poursuite des actions du gouvernement pour le renforcement de l'inclusion de toutes les couches de la population, ce décret crée une base de données nationale dénommée Registre social des personnes et des ménages, RSPM, et fixe les conditions d'inscription au dit registre ainsi que l'utilisation qui peut être faite de ces données. En effet, ce registre est un projet prioritaire de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment pour réaliser les ambitions d'une plus grande inclusion économique et sociale. Le RSPM permettra de mieux cibler les personnes et ou les ménages concernés par les programmes sociaux du gouvernement, de faciliter et de coordonner la conception et la mise en œuvre de ces programmes par les administrations concernées conformément à leurs attributions. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la fusion des conseils des sous-secteurs de l'éducation présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Cette communication a permis de relever la nécessité de fusionner les différents conseils des sous-secteurs de l'éducation afin d'en créer un seul, le Conseil national de l'éducation, CNE, dans le but d'assurer une cohérence et une bonne coordination des politiques publiques éducatives. La mise en place du CNE
permettra d'introduire des innovations pour soutenir les réformes en cours dans le secteur à travers une actualisation du cadre juridique et institutionnel qui tient suffisamment compte des défis du secteur. Cette démarche vient compléter les actions entreprises par le gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la formation, qui sont des puissants facteurs de changement, des éléments essentiels à l'atteinte des objectifs de développement durable et qui stimulent la productivité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le Conseil a enfin écouté une communication relative à la mise en place du Fonds national pour le développement du sport, FONADES, présenté par la ministre des Sports et des Loisirs. Afin de permettre l'émergence d'une industrie du sport à même de porter et de structurer l'économie des sports, le gouvernement a engagé plusieurs réformes, notamment la mise en place des mécanismes de mobilisation optimale des ressources financières à travers la création du FONADES. Cette communication a pour objectif de présenter au Conseil la réforme envisagée pour ce fonds qui contribuera au développement de l'industrie du sport conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des divers, le ministre des Affaires étrangères a rendu compte au Conseil de la déclaration des participants à la 3e édition du Forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux du 27 au 29 octobre 2022, désignant Lomé la capitale de la paix, de la médiation et du dialogue, en reconnaissance aux initiatives prises par le président togolais, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé. Le Conseil a remercié les participants et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour cette reconnaissance et a réitéré l'engagement de notre pays, sous le leadership du chef de l'État, à œuvrer pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans notre sous-région. Fait à Lomé, le 2 novembre 2022, le Conseil des ministres. Le registre social des personnes et des ménages est un avant-projet de décret au menu donc de ce Conseil des ministres. Quel alors le registre social des personnes et des ménages? Quels sont ses avantages? Le ministre de la Communication a répondu à cette question posée par les journalistes à la suite du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Je vous en propose un extrait. Le registre social des personnes et des ménages est tout simplement une base de données qui va être créée. Alors, cette base de données, elle a pour ambition de collecter des données socio-économiques et des données statistiques sur les personnes et les ménages. Une personne peut constituer un ménage, mais la plupart du temps, lorsqu'on parle de ménage, on parle d'individus qui ont une communauté de vie, une unité d'habitation, une communauté d'intérêts et vivant sous un même toit ou pas. Donc, le RSPM, le registre social des personnes et des ménages, est une base de données qui va collecter toutes ces informations-là pour pouvoir affiner les politiques sociales de façon générale. Alors aujourd'hui, je vais partir d'un exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une protection sociale qui est déployée. Et cette protection sociale, elle est manifestée à travers les retraites, par exemple, l'assurance maladie. Elle est manifestée également à travers des mécanismes comme WESU, l'assistance qui est portée à la femme enceinte et au nouveau-né, School Assure, l'assurance scolaire notamment, et les filets sociaux de base. Et vous suivrez l'intégralité de ce point de presse, de cette conférence de presse après compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi à la fin de cette édition. Et parlant justement de données également, sachez que le comité régional de la statistique de l'UMOA s'attelle pour permettre à l'organisation d'avoir des statistiques modernes et harmonisées. Et depuis ce matin, le comité est à pied d'œuvre. Il tient sa 9e réunion annuelle à Lomé, réunion au cours de laquelle seront examinés également plusieurs tests. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Le comité régional de la statistique est à Lomé pour sa 9e réunion ordinaire. Elle réunit les directeurs généraux des instituts de la statistique des pays de l'UMOA.
Au programme, examen du rapport d'activité 2021 du système statistique régional. Depuis sa création, le comité engrange des résultats. Le changement d'année de base des comptes nationaux par l'ensemble des États membres et le basculement au système de comptabilité nationale 2008. L'élaboration de matrices de comptabilité sociale pour l'ensemble des États, l'extension de la couverture de l'IHPC au niveau national dans chacun des États membres et l'adoption du logiciel Phoenix UEMOA. La rénovation des indicateurs d'activité des entreprises et la mise en place au niveau des INS des indices de chiffre d'affaires et de nouveaux indices de production industrielle. La mise en œuvre de 3 séries d'enquêtes sur le commerce international des services dans les États membres avec l'appui technique de la CNICED. L'élaboration d'un livre JAR par les États, l'élaboration de projections démographiques 2014-2063 par les États et enfin le lancement de la rénovation de l'IHPC en cours. Le comité régional de la statistique, maillon clé dans l'adoption par les institutions de l'Union des tests statistiques. Les réflexions au cours de cette rencontre vont également porter sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau programme statistique régional. Et au même moment, pour la 8e fois consécutive, le Togo s'est adonné à l'exercice d'évaluation de la mise en œuvre des réformes communautaires de l'UEMOA au Togo. Et c'est la phase technique de cette 8e revue annuelle. Et pendant 3 jours, les experts vont échanger sur les performances réalisées par le pays. Et nous retrouvons Marie-Ange Bida. Projets et programmes en faveur des populations, le Togo en fait un peu plus chaque année. En 2021, le pays s'en sort avec un taux moyen de mise en œuvre des réformes communautaires de 78,22%. Performance saluée par l'UEMOA, l'Union tient à l'amélioration des conditions de vie dans les États parties. La revue annuelle permet d'identifier les facteurs pouvant spolier les fruits des différents efforts communautaires en vue d'anticiper les actions idoines pour une intervention politique ciblée. Aussi, est-il important de souligner que les 7 éditions précédentes de la revue ont suscité un engouement et une forte adhésion des États membres. Elles ont permis de dynamiser le dispositif national de suivi de la mise en œuvre des textes communautaires, tant sur le plan de leur transposition que de leur application effective. À la 8e revue annuelle, plus d'une centaine de tests réglementaires seront évalués, de même que des projets et programmes communautaires. Le Togo fait partie des pays en tête dans la mise en œuvre des réformes. Cette année, nous allons voir s'il y a une évolution dans la mise en œuvre de ces textes communautaires et de ces projets financés par l'UEMOA au Togo. Donc il y a au total 127 textes communautaires constitués de règlements, de directives, de décisions et de recommandations qui seront évaluées. C'est en 2013 qu'a été instituée la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Son objectif premier, accélérer l'application des réformes communautaires au sein de l'espace. Et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics, cette fois de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, a réuni ce matin à Lomé les professionnels du secteur judiciaire du Togo. C'était pour une sensibilisation sur la loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier communautaire. Des précisions avec Carmen Madjé Akako. Ces dernières années, le marché financier régional a connu plusieurs arnaques à grande échelle. L'affaire Agribusiness en Côte d'Ivoire, le cas ICC qualifié de Mandoff à la béninoise en sont des illustrations. Des milliards de francs CFA ont ainsi disparu. Cette situation a amené le Conseil des ministres de l'UMOA à adopter en septembre 2021 la loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier régional.
L'idée est de doter l'espace communautaire d'un instrument juridique qui définit les peines relatives aux infractions boursières au sein des 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, devenu autorité des marchés financiers de l'UMOA, AMF UMOA, sensibilise les professionnels du secteur judiciaire sur cette loi. Ce sont des infractions un peu spécifiques applicables aux activités financières, économiques. Je peux donner à titre d'exemple, il y a une infraction qu'on appelle l'infraction de délit d'initié. Il y a une autre infraction qu'on appelle la diffusion des fausses informations. Il y a aussi une infraction qu'on appelle la manipulation des cours. Lorsqu'elles sont commises, c'est cette loi pénale qui sera applicable. Nous sommes en droit, le droit pénal est très strict. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par rapport à une faute qu'il a commise en droit pénal s'il n'y a pas un texte préalable qui prévoit cette faute-là et s'il n'y a pas un texte préalable qui prévoit comment il doit être poursuivi et les sanctions, les échelles de sanctions qui peuvent lui être applicables. La mise en application par les États de la loi uniforme aux infractions boursières sur le marché financier régional va permettre à la zone UMOA d'être en conformité avec les standards internationaux, ce qui va lui permettre d'attirer plus de capitaux, tant nationaux qu'étrangers, pour financer le développement des pays de l'espace. La loi va également permettre au GIABA et au CENTIF de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et l'actualité ce mercredi, c'est également cette signature de protocole d'accord entre l'Université de Lomé, signature intervenue donc entre l'Université de Lomé et des institutions sœurs d'Allemagne. Il s'agit d'un partenariat qui offre ainsi l'opportunité aux étudiants et chercheurs de Lomé de préparer un master international et de réaliser également des recherches en bioénergie et en énergie produite à partir de l'hydrogène vert en Allemagne. Les précisions dans ce reportage signé Clarisse Atiquet. L'Allemagne renforce leurs relations de coopération à travers leurs universités et centres de recherche. Un protocole d'accord est signé pour un partenariat en vue des études et recherches en bioénergie et en énergie produite à partir de l'hydrogène vert. Un programme d'excellence qui vient se greffer sur celui du Centre ouest-africain de recherche sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres, WASCAL. Ce programme est très important pour le gouvernement, surtout si nous voulons aller vers les énergies décarbonées. Et surtout, c'est aussi un objectif de WASCAL pour lutter contre le changement climatique. Donc, aller vers les énergies renouvelables, les énergies décarbonées, cela suppose que nous luttons effectivement contre le changement climatique. Et l'apport que l'Allemagne donne est très, très important. Avec ce nouveau partenariat, des étudiants et des chercheurs togolais ont la possibilité de préparer un master international et de faire des recherches en Allemagne. Ils vont bénéficier de l'expertise des universités Aachen, Rostock et centre de recherche Jülich. International Masters Program. Dans tout développement, on a besoin de former des jeunes dans le domaine de l'énergie pour pouvoir vraiment prendre la relève pour le futur. Un des avantages que les étudiants vont avoir, c'est d'abord le centre WASCAL qui existe déjà et ce programme sur l'énergie qui va permettre aussi de construire des infrastructures dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les étudiants qui sont actuellement sélectionnés sont très très motivés pour apprendre et ils ne veulent pas seulement apprendre pour eux-mêmes, juste pour avoir les diplômes, mais ils veulent apprendre de façon à pouvoir contribuer à leur société. Le Togo est l'un des 4 pays bénéficiaires de ce programme d'excellence en Afrique. Il permet de former des étudiants en vue d'assurer efficacement la transition vers l'énergie verte. L'énergie, c'est le développement. L'énergie, ça permet de créer de l'emploi. L'énergie, ça permet de créer la richesse. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans énergie? Le fait de signer ce protocole d'accord avec l'Allemagne permet de développer ce secteur. Non seulement former les étudiants, mais faire la recherche avancée sur les connaissances en énergie renouvelable, qui est un gros défi à relever par le gouvernement. Le partenariat entre le Togo et l'Allemagne ne compte pas se limiter au pôle changement climatique et énergie. D'autres champs seront explorés, notamment l'agriculture et l'ingénierie. Et
Et pour un mieux-être du système éducatif à la base, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat mise sur la carte scolaire. C'est une approche qui devra permettre de rationaliser l'offre éducative en fonction de la demande. Des précisions avec ce reportage signé Abidé Niazimbe. De multitudes d'écoles dans certaines communautés, moins dans d'autres, et nulle ailleurs, plus question de construire pour construire, ni de satisfaire des besoins et services éducatifs sans enquête ni étude. Le Togo veut venir à bout de ce dysfonctionnement et réguler la création des établissements scolaires dans les différentes régions. La solution, l'application stricte de la carte scolaire. Le contenu doit respecter certaines normes. Lorsque nous prenons le primaire, il nous faut au moins 20 enfants de 6 ans pour pouvoir créer une école primaire. Au niveau du secondaire aussi, c'est pratiquement la même chose, mais 20 élèves qui ont leur CEPD pour commencer une classe de 6e. Dans le milieu rural, on a, je crois, c'est 1,5 km pour 2 écoles. Mais il faut que la première école aussi soit pleine. Avant de créer une deuxième école primaire, il faut qu'on ait 12 classes avec des effectifs atteignant pratiquement 60 élèves par classe avant d'aller à un deuxième établissement pour que l'établissement soit vraiment gérable. La règle s'applique déjà. En août 2022, 185 écoles et établissements scolaires ne respectant pas les normes et standards de la carte scolaire se voient fusionner. Pour certaines choses, on n'a pas besoin de faire une étude. 2 écoles qui sont sur le même site, on nous dit groupe A, groupe B, mais l'effectif de ces 2 écoles-là ne dépasse pas 200. Alors que la norme, c'est 40 élèves par salle. Si nous prenons les 6 classes, ça nous fait 240 élèves qu'il faut en moyenne. Ensuite, il y a aussi certains CEG, d'autres lycées qui sont pratiquement dans le même domaine. Donc, on les a fusionnés pour avoir un seul lycée à cycle complet pour pouvoir rationaliser l'utilisation des enseignants. La procédure a un seul objectif, avoir un système éducatif de qualité. L'un des fleurons de l'avènement de la qualité au sein du système éducatif convoque naturellement l'idée de la carte scolaire. Et cette carte scolaire a été mutilée, martyrisée, saccagée à travers beaucoup d'erreurs, à travers beaucoup d'entêtements. Et je ne suis pas sûr que cela participe de la qualité de l'éducation. Nous avons malheureusement refusé la mutualisation. C'est-à-dire que là où il y a une école publique et une école confessionnelle, on aurait pu faire la part des choses et aller à la mutualisation, à la complémentarité. On n'a pas su saisir ces fenêtres de tir. Et au niveau du secteur public, le secteur privé laïque n'échappe pas non plus à la critique. Raison d'ailleurs pour laquelle nous devrions inéluctablement nouer ce dialogue et se dire un certain nombre de vérités et procéder à des recentrages. D'ici à janvier 2023, la carte scolaire phase pilote sera lancée dans 7 préfectures, notamment Plateau-Est, Agoué, Zio, Danyi, Tchamba, Doufelgou et Tandouaré. Et nous poursuivons donc avec cette autre actualité, celle du 5e recensement général de la population et de l'habitat depuis le 23 octobre dernier. Donc, des agents recenseurs sont sur le terrain pour recueillir des données. Et bien, ce soir, nous vous faisons découvrir la journée ou le quotidien d'un agent recenseur, et cette fois-ci du côté de la région des Savanes. Et c'est un dossier signé Gérard Lagoudou. Quartier de Komboloaga. Il est 16h dans la ville de Dapaon. Nous sommes dans la commune de Tonne 1. Dans sa mission d'agent recenseur du RGPH5, Panam a impérativement marqué un arrêt consacré à la concession de Wonalare. Présentation en langue locale Moba. Puis, place à l'objectif principal de la visite.
Retraité il y a 30 ans, le septuagénaire n'a pas manqué de réponses au questionnaire de l'agent recenseur. Il m'a posé certaines questions. Ma naissance, ma maison, où je suis né, qu'est-ce que j'ai fait, je vis avec qui. Je dis, mes enfants sont des fonctionnaires, d'autres sont au village, mais je suis avec vous-même Benjamin et sa famille. Ouais. Et ils ont recensé mon Benjamin et la famille. J'ai répondu en langue locale. Tout s'est bien passé, pas de problème. Une vingtaine de minutes et le tour est joué. C'est la deuxième fois que Won se prête à cet exercice dans sa vie. La première fois, ce fut en 2010. C'était vraiment très difficile. Les agents tenaient des papiers, ils écrivaient, ils effaçaient, mais actuellement, c'est avec des tablettes, ils font des questionnaires, ils enregistrent, ça va plus vite. C'est intéressant, très très intéressant, c'est rapide. Mission accomplie et il faut toujours marquer son passage. Le Solaire a été très accueillant, il a compris l'importance du recensement et tout s'est très bien passé. Lorsqu'il y a erreur, même il y a la tablette nous le signale. Ça fait que l'erreur, il n'y en a pratiquement pas. Tout est tellement bien fait et c'est plus pratique en fait. Et les données sont simultanément sauvegardées et envoyées à nos chefs d'équipe. Après ceci, Panam et son chef d'équipe reprennent le chemin. À quelques mètres de là, l'équipe préfectorale de supervision tourne, sillonne la zone. Un arrêt s'impose pour s'imprégner des éventuelles difficultés rencontrées par les agents recenseurs. Alors, tout est OK. Il travaille, il s'en sort très bien. Je vous encourage à continuer dans ce sens pour qu'à la fin, vous puissiez avoir des données très fiables. De 7h30 à 19h et 7 jours sur 7 depuis le 23 octobre dernier, de ménage en ménage ou encore de concession en concession à la recherche et à la collecte des informations démographiques fiables, voilà le quotidien des 487 agents recenseurs déployés dans la préfecture de Thônes, appuyés par 143 chefs d'équipe, 33 contrôleurs, un superviseur et un administrateur. Leur mission prend fin le 12 novembre prochain. Et ce communiqué à présent, il est porté à la connaissance des réfugiés et demandeurs d'asile que le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le Bureau national du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Togo organisent conjointement une opération de vérification des réfugiés et demandeurs d'asile urbains du 7 au 11 novembre 2022 de 8h à 17h dans l'enceinte de la CNAR pour les réfugiés et demandeurs d'asile urbains résidant à Lomé et ses périphéries ainsi que dans les autres villes du Togo. À cet effet, tous les réfugiés et demandeurs d'asile urbains sont invités à se présenter accompagnés de leurs familles au lieu et date indiqués, munis de tous les documents requis. Je vous le disais en titre, pour la 10e fois consécutive, les Togolais uniront leur voix pour prier pour le pays. Ce sera donc à l'occasion de la journée nationale de reconnaissance à Dieu, une journée qui a officiellement été lancée ce mercredi à Lomé. Le compte rendu avec Edwige Atakwa-Bassabi et la voix de Clarisse Atikle. Encore quelques semaines et le peuple togolais va de nouveau élever sa voix comme un seul homme pour dire merci à Dieu. Pour la 10e fois consécutive, la journée nationale de reconnaissance à Dieu va unir les filles et fils du Togo autour d'un même idéal, reconnaître la seigneurie de Dieu et ses bienfaits dans la vie du peuple togolais. À l'occasion du lancement de l'édition 2022, les organisateurs ont rappelé les raisons qui sous-tendent l'initiative. Un parcours a été fait et nous sommes arrivés à la 10e édition par la grâce de Dieu. Les obstacles sont transformés en opportunités et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera aussi. En prélude, il en aura un événement sportif. Les pasteurs vont jouer, c'est déjà bon. Il en aura une soirée traditionnelle où nous allons adorer Dieu, chacun selon l'étiquette qu'il a reçue sur le plan de l'existence. Le grand événement, c'est que toutes les chorales vont chanter à l'unisson. Le prédicateur donnera un message, mais à la fin, il en aura 1 heure pour que tout le monde puisse
remercier Dieu de sa manière. L'événement, c'est donc le 11 décembre sur l'ensemble du territoire national. La gratitude à Dieu pour sa protection et sa bienveillance reste le maître mot. La journée sera observée en présentiel comme en ligne sous le thème « Éternel, à ton nom, donne gloire ». Laissez-moi vous. Et puis un mot de sport à présent dans le cadre du match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine CAF. Asco de Kara a défait le complexe sportif sfaxien de la Tunisie sur un score de 2-1 cet après-midi au stade de Kégué. Je vous propose donc de suivre l'extrait des buts de la rencontre dans cette ambiance. Voilà, donc les 2 buts à 1, le score de ce jour du match disputé ce jour au stade de Kégué entre Asco de Kara et le complexe sportif sfaxien de la Tunisie. Je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Moi, c'est Prudence Safanou du site La Une Togo. Pouvez-vous nous rappeler les raisons qui ont amené le gouvernement à envisager un régime juridique aux entreprises publiques en République togolaise, mais lequel vous voulez adopter en ce moment? Très bien, merci beaucoup. L'avant-projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise vient en remplacement d'un texte qui existait déjà. Les entreprises publiques au Togo étaient gouvernées par un texte qui date de 1990. Au regard des évolutions du contexte économique, également au regard de l'évolution juridique dans la communauté ou dans la sous-région, avec notamment l'amélioration du climat des affaires, l'intervention du droit au WADA notamment, il est apparu nécessaire de revisiter le cadre juridique des entreprises publiques pour l'adapter aux réalités actuelles. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est un ensemble de normes qui va venir en remplacement du texte de 1990 pour améliorer notamment la gouvernance des entreprises publiques, alléger la tutelle de l'État et renforcer les outils de gestion de ces structures-là. Lorsqu'on parle de régime juridique, on parle simplement de l'ensemble des règles qui vont gouverner un secteur ou une activité donnée. Et ce régime juridique-là, sa qualité ne sera mesurée qu'à l'aune de ses résultats, finalement. Le choix qui est fait, c'est simplement d'adapter le régime juridique existant au contexte que nous avons, un contexte particulièrement concurrentiel, un contexte également international qu'il faut prendre en considération et l'évolution des normes autour de nous. Moi, c'est Alex Tei de Togo Presse. Par rapport à cet avant-projet de loi, Monsieur le ministre, quelles sont réellement les difficultés auxquelles font face actuellement les entreprises publiques, surtout en termes de gestion? Les entreprises publiques de notre pays sont logées, on va dire, à la même enseigne que les entreprises privées de façon générale, c'est-à-dire que nous avons un contexte économique qui est particulier. Et vous l'avez sans doute noté, l'État a diligenté l'audit de ces entreprises publiques pour vérifier non seulement leur solidité, mais également pour vérifier leur capacité à répondre aux ambitions du gouvernement en termes de développement. Alors, il s'est avéré évidemment que certaines de ces entreprises, en termes de gestion, connaissent un certain nombre de difficultés liées à leur statut actuel et à l'application de règles qui ne sont plus en phase avec la réalité. Je vais vous citer un exemple qui est aujourd'hui préoccupant, c'est simplement le statut des agents qui travaillent au sein de ces entreprises-là. On a des agents qui sont détachés, on a des agents qui sont des contractuels, et il y a une nécessité à revoir cette base-là. Pour ce qui est de la gouvernance, vous savez que certaines structures, spécifiquement les entreprises publiques, ont un conseil de surveillance en plus du conseil d'administration. Ces outils de gouvernance gagnent à pouvoir travailler en toute
synergie, et les règles qui leur permettront de pouvoir arriver à ce résultat sont des règles qui désormais figurent dans l'avant-projet de loi. Le Conseil des ministres s'est penché sur l'avant-projet de décret relatif au registre social des personnes et des ménages. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous par registre social des personnes et des ménages? Le registre social des personnes et des ménages est tout simplement une base de données qui va être créée. Alors, cette base de données, elle a pour ambition de collecter des données socio-économiques et des données statistiques sur les personnes et les ménages. Une personne peut constituer un ménage, mais la plupart du temps, lorsqu'on parle de ménage, on parle d'individus qui ont une communauté de vie, une unité d'habitation, une communauté d'intérêts et vivant sous un même toit ou pas. Donc, le RSPM, le registre social des personnes et des ménages, est une base de données qui va collecter toutes ces informations-là pour pouvoir affiner les politiques sociales de façon générale. Quels seront alors les avantages pour les ménages? Alors aujourd'hui, je vais partir d'un exemple. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une protection sociale qui est déployée. Et cette protection sociale, elle est manifestée à travers les retraites, par exemple, l'assurance maladie. Elle est manifestée également à travers des mécanismes comme WESU, l'assistance qui est portée à la femme enceinte et au nouveau-né, School Assure, l'assurance scolaire notamment, et les filets sociaux de base. Or, pour pouvoir affiner la sélection des personnes bénéficiaires d'un certain nombre de prestations comme celle-là, l'on a besoin d'informations fiables, spécifiques. Le registre social des personnes et des ménages va avoir cet objectif-là, de pouvoir identifier assez précisément ces personnes-là sur la base d'un certain nombre de critères socio-économiques notamment, afin que les actions sociales du gouvernement soient dirigées vers des bénéficiaires qui en ont réellement besoin en réalité. Donc il y a la volonté de l'État d'identifier un peu plus précisément les populations au regard de leur niveau de revenus, au regard de leur lieu d'habitation notamment, pour cibler au mieux les actions sociales. Je suis Lazare Kondo du journal Matin Libre Togo. Alors, parlant toujours du registre social des personnes et des ménages, on sait qu'il y a actuellement le recensement qui se déroule et qui touche des points liés à ce registre-là. Donc, dites-nous un peu quel sera le lien qui sera fait entre ce recensement et le registre social des personnes et des ménages. Lorsqu'on parle du registre social des personnes et des ménages, il est vrai, le lien est facile à réaliser avec le recensement général des personnes et de l'habitat qui est en train de se déployer actuellement. Aujourd'hui, un recensement se fait chaque 10 ans, alors que la mise en place d'un registre social nous permet d'avoir une continuité dans l'action. La base de données qui va être constituée par le biais du registre social des personnes et des ménages est une base de données que l'on doit mettre plutôt en lien avec le recensement qui permettra plus tard de mettre en place un identifiant biométrique, un numéro d'identifiant unique à tous les citoyens. Ce recensement-là est un regard que l'on porte sur notre population, sur notre pays en un instant T, donc chaque 10 ans. Donc il est très important que les populations continuent à bien accueillir les agents recenseurs pour atteindre l'objectif qui est fixé. Parce que grâce aux données qui vont être collectées, l'État va pouvoir, là aussi, planifier les actions de développement dans le futur. Donc, si les populations refusent de se faire recenser ou alors résistent au recensement, il va fatalement y avoir un biais dans l'analyse des résultats et les actions en direction des populations ne seront pas aussi fines que cela devrait être. Donc, moi, je voudrais saisir l'occasion pour continuer à exhorter les uns et les autres à bien accueillir les agents de recensement qui font un travail formidable. On l'a vu grâce à la formation qu'ils ont eue. Ces agents recenseurs participent de quelque chose qui est très important pour nous tous. Donc, il y a lieu non seulement de bien les accueillir, mais de prendre le temps de leur donner des informations vraies pour que
la désagrégation de ces informations permette d'avoir des politiques qui soient les plus précises possibles. Maintenant, pour revenir au registre social des personnes et des ménages, il a été annoncé, et le travail est en cours, une identification biométrique de tous les citoyens et de tous les résidents du territoire. Sur la base de cette identification, l'on va pouvoir compléter le registre social des personnes et des ménages, puisque ce registre, c'est une base de données électronique qui va être mise à disposition de toutes les administrations qui opèrent dans la protection sociale, afin que lorsqu'on cible un ménage, que l'on sache exactement que le ménage ciblé est le ménage qui mérite de recevoir une telle prestation donnée par l'État. Une base de données comme celle-là nous permettra également d'éviter les fraudes et les doublons, parce que vous n'êtes pas sans savoir que par moment, il y a des prestations qui sont délivrées et certains compatriotes indélicats pourraient réclamer une nouvelle fois cette prestation. Avec cette base-là, des corrections peuvent être apportées au fur et à mesure. L'intérêt de la base, c'est son caractère dynamique. Le recensement, c'est en un instant T, alors que le RSPM, c'est toute l'année des informations qui rentrent, qui permettent d'actualiser le fichier, d'affiner encore un peu plus la planification et l'action gouvernementale. Par rapport à la première communication relative à la fusion des conseils des sous-secteurs de l'éducation, alors que cache cette communication? L'État veut-il créer un guichet unique par rapport à ce secteur? Alors, l'expression est très belle. L'expression de guichet unique, elle est très belle, elle est très expressive, si vous voulez. Lorsque vous prenez l'histoire de notre pays, pendant longtemps, le secteur de l'éducation était gouverné par un seul ministère, le ministère de l'Éducation, et pouvait englober donc les enseignements primaires, secondaires, techniques, enseignements supérieurs notamment. Et au fur et à mesure de notre histoire, il y a eu, parce que le secteur est quand même assez vaste, il y a eu des éclatements, comme là actuellement on a les enseignements primaires et secondaires d'un côté, l'enseignement technique d'un autre et l'enseignement supérieur d'un autre. Vous voyez? Donc, il y a une gouvernance qui a éclaté et qui ne permet pas toujours d'avoir une vue claire sur ce que nous souhaitons avoir en termes de résultats sur l'éducation. Donc, le fait de regrouper ces conseils permet d'être très précis, de dire simplement, voilà nos objectifs en termes de qualité d'enseignement. Voilà les résultats auxquels nous souhaitons arriver dans l'adéquation que l'on cherche entre la formation et le milieu professionnel. Et une fois que ces deux éléments sont établis, l'on va pouvoir les faire descendre de façon cohérente du primaire jusqu'au secondaire et en passant par le technique et le supérieur. Parce que de toutes les façons, ce que l'université reçoit comme cohorte d'étudiants, ce sont les fruits de la formation à la base. Donc, si l'université et la base ne se parlent pas, il n'y aura pas de corrélation entre tout ce qui se fait. Donc, pas de pertinence des politiques. Donc, le guichet unique va avoir cet objectif-là, d'établir une politique unitaire, cohérente, qui permette d'atteindre les objectifs. Les avantages d'un guichet unique, c'est d'abord d'éviter la dispersion des différents conseils, la dispersion aussi d'énergie et de moyens. En fusionnant les différents conseils, l'on va avoir des résultats un peu plus précis, une certaine cohérence dans la politique éducative de notre pays. Monsieur le ministre, la deuxième communication relative au Fonds national du développement des sports, pourquoi d'abord le FONADES? La politique sportive dans un pays est déterminée par l'État. Et l'État délègue cette politique sportive aux fédérations et aux associations sportives. Donc, pour accompagner cette délégation, l'État subventionne les fédérations et les associations. Donc, à partir de là, un fonds comme celui-là a pour ambition non seulement d'accroître les moyens dont dispose l'État pour pouvoir accompagner les fédérations et les associations, mais de structurer encore mieux le secteur du sport dans notre pays. Aujourd'hui, on l'a vu au regard des
des initiatives qui sont prises ici et là, la recherche véritablement d'une meilleure structuration de l'industrie du sport. Et ce fonds-là va accompagner cette industrialisation, si vous me le permettez, du sport. Et comment se fera la mobilisation de ce fonds, justement? Alors, la mobilisation du fonds va être très classique. Aujourd'hui, des discussions sont ouvertes pour identifier les sources contributives du fonds, c'est-à-dire concrètement, où est-ce que l'on va trouver des ressources pour pouvoir abonder ce fonds. Les sources qui sont aujourd'hui identifiées ne sont pas encore stabilisées. Donc, une fois que les sources seront stabilisées, puisque nous sommes au stade de la communication, le texte va arriver en conseil, l'on pourra identifier clairement l'origine des sources qui viendront abonder le fonds. Nous sommes partis pour peut-être la résolution de ces problèmes qu'on rencontre au niveau des sports, comme quoi les primes des pratiquants, des joueurs. La problématique de la prime des joueurs est de l'histoire ancienne chez nous. Vous avez pu observer, notre pays a participé à plusieurs compétitions ces 2 dernières années, en tout cas pour l'histoire très récente. Et les journaux n'ont pas fait état de difficultés en matière de perception des primes. Cela est tout simplement la résultante d'une politique ferme, une politique engagée qui vise à régler les difficultés en amont, à créer les conditions pour que nos différents sportifs puissent atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Les gens se plaignent que le football se taille la part du lion quand il y a des répartitions. Est-ce que ça va se faire équitablement cette fois-ci? Les clés de répartition ne sont là aussi pas encore arrêtées, mais c'est un constat évident d'observer que le football se taille la part du lion. En vérité, le football draine beaucoup plus, le football mobilise un peu plus. Et en termes d'organisation, c'est certainement le sport qui est le plus avancé en termes d'organisation dans notre pays. En avril dernier, il y a eu une étude sur la professionnalisation du football dans notre pays, la création d'une ligue professionnelle de football. C'est à l'étape d'une étude et je pense que seule la fédération de foot est à ce stade-là. Donc il est peut-être logique de constater que le football a une part léonine dans le sport, mais l'ambition du gouvernement, justement, c'est de faciliter la diversification des activités sportives, de faire en sorte que les parents pauvres, comme on peut les appeler aujourd'hui, puissent aussi émerger parce qu'il y a des talents dans ces sports et notre pays peut rayonner dans ces disciplines-là. Peut-on espérer quand même, avec cette communication et en attendant la mise en place de ce fonds, que notre football ou bien notre sport peut tendre vers le professionnalisme? Moi, je pense que les jalons sont posés et les acteurs sont très engagés dans cette direction. Je parlais de l'atelier d'avril 2021. Pas plus tard qu'il y a une semaine, la fédération a signé un contrat de sponsoring et la possibilité de diffuser les matchs du championnat. Je pense que c'est une belle avancée et c'est un jalon important dans le sens de la professionnalisation. On a vu aussi d'autres initiatives qui sont prises dans ce sens-là par d'autres entreprises privées de la place pour accompagner les associations sportives. Donc, au regard de ce qui se fait aujourd'hui, il me semble que nous sommes dans la bonne voie pour aller dans la professionnalisation de ce sport. Pour avoir des résultats, je pense que c'est le chemin à emprunter. Et voilà, ainsi se referme cette édition, vous l'aurez donc compris. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.